Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a eu quelques dérapages qu'on assume, que le groupe Canal+ assume. Considérez-vous que Canal remplit des missions d'intérêt public ? Je suis pas sûr de comprendre la question, ça commence mal. C'est un peu dévoyer le truc et régler des comptes. Cyril Hanouna, ça va être sportif, lui qui est auditionné le lendemain. Ce qui serait paradoxal, c'est qu'une chaîne qui se présente comme le porte-voix de la liberté d'expression est contraint au silence des centaines de personnes. Vous engagez à ne rien dire qui pourrait porter atteinte à l'honneur de Vincent Bolloré, ses subordonnés, ses filiales. Canal, je l'ai dit tout à l'heure, est le premier groupe européen et est en train de devenir un très grand groupe mondial. Et donc Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale depuis cet après-midi, les propriétaires des chaînes C8 et CNews, auditionnés par la commission de l'attribution des fréquences télévision. Demain, ce sera au tour de l'animateur phare de la chaîne, Cyril Hanouna. Les médias du groupe Bolloré régulièrement accusés par la gauche de faire la promotion des idées d'extrême droite, ce qu'ils contestent absolument. Alors parlons vrai, est-ce qu'on est dans une chasse à Bolloré puisqu'après CNews autour de C8 ? Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on n'ait pas les mêmes enquêtes sur les groupes concurrents ? Pensez-vous que les indignations sont à géométrie variable ? Et notre question du grand débat du jour, audition de Bolloré et Hanouna à l'Assemblée, est-ce une atteinte à la liberté d'expression ? Vous dites oui à 83%, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Françoise Laborde, journaliste et ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci d'être avec nous, Françoise Laborde. Juste avant de revenir à vous, un petit tour de table avec nos invités, Philippe Bilger. Il est évident, je ne dirais pas que c'est une offense à la liberté d'expression dans la mesure où Vincent Bolloré, que j'ai pu écouter un petit peu, a insisté sur le caractère légaliste de sa présence en disant « on me convoque, je viens ». Mais il est clair, de mon point de vue, que derrière tout cela, il y a une sorte de machine de guerre, une inquisition contre CNews et C8, parce que, paraît-il, ce seraient des médias d'opinion, alors qu'il faudrait qu'ils soient uniquement des médias d'information. Reste que c'est extrêmement dangereux tout cela, parce que en dehors des personnes qui se sont toujours affichées politiquement de manière partisane, la plupart d'entre nous, d'abord, ont l'habitude peut-être de se définir très difficilement, d'être des pluralismes à eux seuls, et ensuite on a le droit d'évoluer dans une vie au lieu d'être fixé à perpétuité dans une position politique ou intellectuelle. Moi j'ai l'impression aussi qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis, et effectivement la culture politique et la culture médiatique française n'est pas celle des États-Unis. Et donc là où effectivement les médias d'opinion là-bas sont très courants, il y a Fox News par exemple qui défend des opinions assez radicales, très conservatrice de manière parfaitement ostensible, et c'est accepté entre guillemets par cette culture politique. En France, on n'a pas celle-ci, effectivement. Donc là, je parle pas du droit, je parle de la culture politique. Et effectivement, on est habitué à ce que les médias soient effectivement avec une coloration politique éventuellement, une coloration éditoriale en tout cas. Et ça, tous les journaux. Moi, j'ai pu travailler dans la presse écrite, etc. Tout le monde a toujours une coloration d'une certaine façon dans la manière de choisir les sujets, de choisir les invités, etc. Mais on veut qu'il y ait une certaine pluralité et effectivement, moi je suis pas du tout pour l'inquisition. Dans le principe, dans la forme, ça me choque effectivement assez. Mais en revanche, voilà, conserver cette pluralité, c'est quand même bon pour la démocratie. Oui, c'est ce qu'on fait ici en tout cas. Bien sûr. Nous allons voir comment les choses évoluent dans la prochaine période, puisque là c'est le cadre légal qui régissait tout ça, qui commence à être contesté ou qui va évoluer. Moi, je suis très sensible à l'idée exprimée par Françoise Laborde. C'est-à-dire qu'on risque gros sur la disputatio au sens latin, sur une dispute civilisée, sur le fait de ne pas réduire quelqu'un à un cadre contraignant, qu'il peut y avoir de la complexité, qu'on doit tous aller vers une forme d'altérité, aller chercher chez l'autre ce qui nous a pu nous échapper. Oui, cet esprit français qui fait que moi, pour participer très régulièrement à des débats face, par exemple, ou à côté de Philippe Bilger, je suis incapable de le classer. Parce que on discute régulièrement d'un certain nombre de sujets, nous évoluons, et puis il peut y avoir... il a fait un billet il y a quelques jours qui m'a beaucoup marqué sur la face lumineuse et la face sombre qu'on peut avoir. Donc nous ne sommes pas d'un bloc, et on peut nous amener là vers une glissade qui ferait qu'on perdrait ça, alors que... Surtout sur le temps. C'est une identité très... On parle souvent d'identité, j'en termine là-dessus. C'est une identité très forte de notre pays, que de pouvoir échanger comme nous avions l'habitude de le faire. Françoise Laborde, vous êtes journaliste, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt dans un engrenage particulièrement dangereux et glissant ?
Mais je suis alors 200% d'accord avec vous. Je pense que c'est de la folie pure. Je pense que c'est une maladie très française. Et j'allais dire c'est une maladie de l'administration française, de l'énarchie française. On adore mettre des cases, des étiquettes et coller chacun dans des cases et des étiquettes. Et là, on va vers quelque chose qui est très embêtant. Moi, je suis contre la comptabilisation des temps de parole. J'ai toujours trouvé que c'était absurde. On est le seul pays au monde à le faire. Alors peut-être que la Corée du Nord le fait encore. Je dis ça un peu provocatrice, mais pas besoin de le faire. Il n'y a pas d'opposition. La comptabilisation est assez rapide. Mais au nom de quoi on comptabilise les hommes politiques? On n'a jamais comptabilisé les syndicats. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'après tout, dans une grève, toutes les opinions peuvent aussi être déformées. Et là, maintenant, les intellectuels, etc., les chroniqueurs, on ne les comptabilise pas. Et là, maintenant, on trouve que le système n'est pas assez contraignant, donc on va l'étendre à tout le monde. Donc, on va comptabiliser toute personne qui passe à l'antenne dans les chaînes de radio et de télévision de France. Mais c'est absurde. Et alors, comme vous dites fort justement, en plus, où est l'évolution? On peut être en effet libéral ou carrément conservateur sur certains dossiers et au contraire réformiste. On peut être de droite dans certains cas et très de gauche dans d'autres. Mais ça veut dire quoi? Qu'on a une pensée binaire, qu'on est blanc ou noir, qu'on est réduit à quelque chose qui est d'une pauvreté consternante. Donc moi je trouve ça consternant. Et puis alors j'ai pas écouté aujourd'hui les auditions de Monsieur Bolloré, j'ai écouté un peu avant la commission d'enquête parlementaire. Mais, enfin c'est pitoyable. Enfin, je veux dire, il faut que ces gens travaillent. Je veux dire, on peut pas être député de la République et arriver comme ça en posant des questions aussi sottes. Enfin, je veux dire que ça n'a pas de sens à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire de brandir la une de Libé en disant est-ce que vous avez lu Libé ce matin? Mais enfin, on n'est pas en café-théâtre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, franchement, mais il faut travailler un peu, mon garçon. Il faut avoir des dossiers préparés quand on est élu de la République. On ne peut pas juste arriver en considérant qu'on a la vérité révélée et poser des questions aussi stupides que ça. Françoise, voilà. Allez, une question de Philippe Picard. Et je vois dans tout cela une perversion intellectuelle, c'est-à-dire au fond on voudrait nous enfermer dans un statut et ou dans des positions où nous n'aurions à proférer que des affirmations, alors que le bonheur de certaines intelligences justement c'est d'avoir le droit de poser des questions. C'est très différent de ce dans quoi on veut nous enquister, me semble-t-il. Oui, et puis, moi, ce qui me met encore quand même très mal à l'aise dans cette affaire, c'est que pourquoi ça émerge subitement? Parce qu'en effet, on considère que CNews est une chaîne, allez, disons, marquée à droite. Et que subitement, mon Dieu, quelle horreur, pas de ça chez moi. Mais depuis quand? Enfin, je veux dire, quand bien même CNews serait une chaîne marquée à droite, en quoi elle manque à la diversité? C'est un problème. Le service public est bien marqué à gauche, non? Je me trompe. Ouais. Ça ne dérange personne. Et en plus, le service public, c'est fait avec l'argent du contribuable. Donc c'est, si je peux dire, encore plus embêtant. Moi, je pense, où est le problème? Où est le problème à un moment donné? On accepte bien d'avoir une presse écrite qui est engagée, en effet, absolument. Engagée. Allez, donc, Tom où est le Connan. problème avec une chaîne de télévision? Je pense qu'il n'y a évidemment pas de neutralité. La démocratie n'est pas en péril. Il y a évidemment pas la neutralité n'existe pas, et je suis bien d'accord que c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait des sciences sociales, hein, l'économie, la sociologie. Il y a toujours une neutralité axiologique qu'on récuse. On disait qu'il y a une distance qu'il faut mettre en place par rapport aux valeurs de chacun, mais il n'y a pas de neutralité. Donc c'est pareil pour les médias. Néanmoins, je pense que c'est quand même intéressant, et ce qui se passe actuellement, le seul intérêt qu'on puisse en tirer d'une certaine façon, c'est ce que tous les médias en France, pourquoi pas ailleurs aussi, s'interrogent malgré tout sur la pluralité des opinions, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on est quand même dans un monde où les flux d'informations sont permanents, ont un impact très réel sur la société, sur la psyché des gens, au niveau individuel, collectif, sur les orientations des gouvernements, des gens qui s'engagent, la société civile, et donc c'est quand même pas non plus inintéressant de savoir si les grands médias nationaux font un travail de pluralisme des opinions, si tout le monde peut effectivement s'exprimer, si pas forcément les temps de parole sont calculés, mais en revanche si chacun peut vraiment avoir le droit de citer. Mais franchement, vous avez l'impression qu'en France aujourd'hui, la pluralité des opinions n'est pas respectée? Est-ce que vous avez discuté avec les gamins dans les lycées? Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement, la pluralité des opinions? Non, mais c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de problème. Vous avez discuté avec qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi? Vous dites n'importe quoi, pardon. Hein. Mais vous avez discuté avec les jeunes dans des lycées déjà?
Vous leur avez demandé ce qu'ils suivaient comme parti politique. Ils sont tous fous furieux. Ils adorent tous Mélenchon. Ils sont tous fous d'amour pour Mélenchon. Je disais pas n'importe quoi sur le droit. Je expliquais que juridiquement, c'est pas la question qui se pose. On n'est pas dans une question de droit en réalité. On est dans une question de culture politique actuellement. La question n'est pas du tout de se dire est-ce que tel média doit être interdit, tel média doit traiter tel sujet. C'est pas du tout ça. C'est la manière, la forme et le style éditorial des médias. C'est la seule question qui se pose véritablement. Mais Françoise Laborde parlait du pluralisme dans les médias. Moi, j'ai le souvenir qu'en 92 pour Maastricht et en 2005 pour le traité constitutionnel européen, les médias français étaient monocolores, ils appelaient tous à voter oui. Est-ce que là, ça posait pas problème quand même ? Mais vous touchez là la question essentielle. À chaque fois, tous les pouvoirs en place ont toujours pensé que c'était les médias qui faisaient l'opinion. Il y a quelques années, si on avait suivi les médias, Édouard Balladur était président de la République. Tout le monde annonçait Édouard Balladur. Alors, franchement, il n'y a aucun risque là-dessus. C'est une promenade de santé pour ce garçon. Il va être élu. Bon, bilan des courses, il a été battu. Enfin, il n'a même pas été sélectionné. Donc, les médias ne font pas l'opinion. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Ils y participent. Ils y participent fortement. C'est pas ridicule non plus tout de même. C'est les modes. Non, mais quand je dis les médias, c'est les grands médias, radio-télé. Après, vous avez les influenceurs, les trucs et machin. Mais aujourd'hui, avec les chaînes d'infos, les médias sociaux, toute cette espèce de méta information qui circule. Je veux dire, c'est pas une chaîne d'infos comme CNews qui peut changer quoi que ce soit sur l'opinion. Et puis je rappelle quand même que vous avez le choix de ne pas le regarder. Allez, 0826 300 300, une réflexion de Johan qui nous appelle de Marseille. Johan, on vous écoute. Oui, je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense aussi que la règle en la matière ne prend pas en compte non plus effectivement les évolutions technologiques et d'informations qu'on a eues. Par exemple, puisqu'on parle de CNews, c'est la première chaîne d'info de la TNT. Je crois qu'elle fait 2 millions ou 3 millions de téléspectateurs. De téléspectateurs. Aujourd'hui, vous prenez la moindre vidéo sur YouTube d'un youtubeur un peu connu, il va faire facilement 8, 10 millions de vues, sans forcément forcer. Donc on a, il y a cette règle de pluralisme, je trouve qu'elle est dépassée, parce que elle date de 86, à l'époque où il y avait que 6 chaînes. Maintenant on en a 200. On a des médias mainstream, on a des médias sur internet, on a des médias, on a des radios. Et libre à chacun de vouloir regarder ou pas la chaîne vers laquelle il tend plus, avec laquelle il a plus d'affinité sur les opinions. Oui, Françoise de Gois, il a raison, Johan. Aujourd'hui, avec la pluralité, en tout cas, des Françoise de Gois. J'ai dit Françoise de Gois. Françoise Laborde. Françoise. Françoise Moi aussi. On a quand même, d'une part, le choix, la pluralité des médias rentrants quand même. On peut trouver son choix et avoir autant de choix possibles, en tout cas pour se faire une opinion et avoir un peu de discernement aujourd'hui. Bien sûr. Et alors moi, ce qui m'amuse, pardon, je devrais pas, mais je trouve qu'en plus, ce qui est formidable pour CNews, c'est qu'ils auraient fait une campagne de presse, ils auraient dépensé un argent fou et ils n'auraient pas eu un résultat aussi efficace. Tout le monde se met à regarder CNews. Tous les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? On nous dit que c'est une chaîne des fascistes, on va les regarder. Donc ils tournent le bouton et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Monsieur Bilger. Ils disent, ah bon non, finalement, c'est un garçon raisonnable. Ils sont très étonnés. Dire que Bilger est raisonnable, j'irai pas jusque-là. Mais bon, après, c'est chacun son appréciation. François, je vous ai payé, je le ferai après. Ben voilà. Et donc, d'Artigol, pardon, je ne le cite pas. Mais subitement, ça fait un espèce de ballon d'oxygène. Vous savez, c'est l'effet Barbara Streisand aux États-Unis. Elle voulait absolument supprimer quelque chose sur elle. Ça a fait implosion. Tout le monde s'est mis à regarder de quoi il parlait. Tout le monde se met à regarder CNews. Donc le gouvernement, le Parlement fait une publicité pour CNews dont CNews n'aurait même pas pu rêver dans ses rêves les plus fous. Parce que du coup, tout le monde va voir cette chaîne. Et donc pour vous, c'est un faux procès finalement, Françoise Laborde? Pour moi, c'est un procès comme on adore en faire en France, sur le thème « Mon Dieu, le fascisme est à nos portes », etc. Ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, voilà, on a le droit, en effet, de voter à droite, on a le droit d'avoir des opinions différentes, ou bien il faut dire une fois pour toutes que les opinions de droite sont interdites, contraires à la démocratie, interdire les partis, mais là, on n'est plus dans la démocratie. En quoi la démocratie est mise en péril par l'existence de CNews? Moi, ce qui me fascine, c'est ça. Quand je vois des gens qui signent des pétitions pour demander la suppression de CNews, ça me sidère. Quand je pense, en plus,
que c'est un syndicat qui fait pour défendre les journalistes, qui est allé saisir le Conseil d'État. Reporters sans frontières pour le nommer. Absolument. Pour obtenir un petit serment de vie, je me dis mais franchement on est à front renversé, on est chez les dingues. Le mot de la fin avec Olivier d'Artigol. Avec quelque chose de très dur dans la séquence qu'on vient de vivre, c'est une forme. Alors je sais que dans toutes les corporations, tous les métiers, il peut y avoir des rapports humains rugueux. Mais la détestation qui existe dans le monde journalistique, avec des expressions qui me semblent folles de confrère à confrère. On est dans un climat difficile. Oui. Merci beaucoup Françoise Laborde d'avoir été avec nous. On est ravis de vous avoir accueilli. Dans un instant. Et elle parle vrai, Françoise Laborde. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a un grand point commun avec Françoise Degois. Je sais pas si c'est le prénom qui veut ça, mais bon. Ça doit être ça, ouais. Absolument. Faudra pas les mettre ensemble. C'est tout ce que vous demandez. Françoise Degois, Françoise Laborde et Elisabeth Lévy, on est mort. Je vous le dis tout de suite, on est mort. On dit pas un mot. Attendez, Bijar vient de faire un malaise. Merci beaucoup Françoise Laborde. Dans un instant, Johan sera avec nous de Marseille pour jouer au Qui c'est qui l'a dit. On vous souhaite la bienvenue.